Dans cette 5e leçon de grammaire, on va voir la conjugaison de la voix active du verbe trilitère, primitif et régulier. Donc pour rappel, le verbe trilitère, c'est le verbe dont la racine ne contient que 3 lettres. Il est primitif si on se contente seulement de ces 3 lettres, c'est-à-dire qu'on ne lui ajoute pas des lettres serviles pour former un verbe dérivé. Et il est régulier, c'est-à-dire que ces 2 dernières lettres ne sont pas les mêmes, et il ne contient ni hamza, ni waw, ni ya. Alors on a vu que la conjugaison d'un verbe se faisait dans 2 temps et selon différents modes. Le premier est le parfait, le passé, et le deuxième, l'imparfait, qui correspondra au futur ou au présent. Et donc on a vu que le parfait n'était composé que de l'indicatif, c'est pourquoi je n'ai pas indiqué ici les modes, et l'imparfait de 6 modes, l'indicatif, le subjonctif, le conditionnel, 2 énergiques, un grave, un léger, et l'impératif. Alors d'abord, on va revoir les pronoms personnels en détail. Donc j'ai dit que les pronoms personnels se divisaient en 3 groupes, dont le premier est les personnes qui parlent, c'est-à-dire je et nous. Deuxièmement, les personnes à qui on s'adresse, masculin et féminin, c'est-à-dire toi, vous lorsque vous êtes exactement 2, et lorsque vous êtes 3 personnes ou plus. Et enfin, les personnes de qui on parle, là aussi on retrouve le masculin et le féminin. Et il s'agit de il ou lui, ou elle au féminin, eux lorsqu'ils sont exactement 2, et eux lorsqu'ils sont 3 ou plus. Alors c'est important d'apprendre ces pronoms par cœur, puisqu'ils vont nous aider dans la conjugaison du verbe au parfait. Alors on va commencer par le parfait. Pour construire le parfait, on va prendre la racine du verbe, donc dans notre cas ce sera fasala, et on va venir ajouter à ce verbe des suffixes. Et ces suffixes, on va les appeler des désinences. Donc les désinences, ce sont des lettres qu'on ajoutera après la racine, c'est-à-dire à gauche, puisqu'en arabe on écrit de droite à gauche. Alors voilà la conjugaison du verbe fasala au parfait. Donc on dira ana fasaltu, nahnu fasalna, anta fasalta, antuma fasaltuma, antum fasaltum, anti fasalti, antuma fasaltuma, antunna fasaltunna. Ensuite, huwa fasala, huma fasala, hum fasalu. Ici, il s'agit d'un alif qu'on qualifie de orthographique, donc il ne se prononce pas, on fait comme s'il n'y avait pas de alif, mais sa présence est indispensable, en fait ça permet de reconnaître cette forme et de dire que c'est la forme au parfait. Hiya fasalat, huma fasalata, hunna fasalna. Donc là, j'ai mis en bleu les désinences qu'on a ajoutées au verbe fasala pour le conjuguer au parfait. Alors ici, on peut faire plusieurs remarques. Donc, à retenir que le tout correspondra au je, ana. Ensuite, le ta pour anta. Alors ici, le moyen mémotechnique pour retenir les terminaisons au parfait, c'est de céder des pronoms personnels. C'est pourquoi j'ai dit que c'était important de les retenir. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a anta, donc on aura fasalta. Antuma, fasaltuma. Antum, fasaltum. Anti, fasalti. Antuma, fasaltuma. Donc là, c'est la même chose. À l'écrit, on ne fait pas la différence entre le masculin et le féminin lorsqu'il s'agit de 2 personnes exactement à qui on s'adresse. Antunna, fasaltunna. Ensuite, on retrouve huwa fasala. Donc là, il n'y a pas de désinence. C'est la seule forme qui s'écrit tout simplement comme la racine. C'est pourquoi on a dit qu'on prenait cette forme-là pour énoncer un verbe en arabe. Huma fasala. Alors, comment on obtient la conjugaison du duel huma? Eh bien, en ajoutant un alif à la conjugaison pour huwa. Ici, on a pris fasala et on a ajouté un alif sur le lem. Et on a obtenu ce qu'on appelle lam alif, c'est-à-dire la lettre lam avec son alif. Hum fasalu, hiya fasalat. Comment on a obtenu hiya fasalat? En prenant huwa fasala et en ajoutant à la fin un ta muni d'un sukoun. Huma fasalata. Comment on construit huma fasalata? On part de huma fasala, le duel masculin, et on vient insérer un ta ici entre le lam et le alif qu'on avait ici. Entre le lam et le alif, on vient insérer le ta et ça nous donne la forme du duel féminin. Huma fasalata. Et ensuite, hunna fasalna. Ici, le moyen mémotechnique que je donne pour retenir hunna fasalna, c'est de partir de nahnu, qui se termine avec la désinence na,
et de retirer le alif. Donc on dira nahnu fasalna, c'est-à-dire nous avons séparé, et en retirant la prolongation à la fin, on obtient hunna fasalna, c'est-à-dire elles, 3 personnes ou plus, ont séparé. Alors ici, on peut faire plusieurs remarques. La première, c'est que la voyelle de la deuxième radicale va varier avec les verbes. Alors nous, on prend comme référence dans ce cours le verbe fasala, qui présente une fatha sur chacune de ses lettres. Ça ne va pas être le cas de tous les verbes. Et en fait, la deuxième radicale va varier en fonction des verbes. Donc on pourra rencontrer des verbes qui seront comme fasala en a, c'est le cas de sana'a, mais aussi avec la deuxième radicale qui prend une kasra, comme par exemple le verbe hazina, ou encore une damma sur la deuxième radicale, comme le verbe kabura. De manière générale, on dira que on aura une fatha lorsqu'il s'agit d'un verbe d'action, une kasra lorsqu'il s'agira d'un état passager, et d'une damma lorsqu'il s'agira d'un état permanent. Donc pour l'action, l'exemple ici c'est le verbe sana'a qui signifie il a fabriqué, donc ça désigne une action. Hazina, il a été triste, un état passager. Kabura, il a été grand, un état permanent. Ensuite, lorsque la dernière radicale est un ta, on la contracte par une shedda avec le ta désinence. Alors cette remarque-là, elle va concerner les sujets pour lesquels la conjugaison au parfait donne un ta à la fin. Et ça va s'appliquer pour les verbes qui contiennent déjà un ta en tant que troisième radicale, c'est-à-dire la dernière lettre du verbe. C'est le cas du verbe falata, qui signifie « il s'est évadé ». Eh bien, si je veux conjuguer ce verbe à la première personne au parfait, je dirais « falat tu ». Donc, j'ai pris la dernière lettre, je lui ai ajouté un soukoun, puis j'ai ajouté la désinence qui correspond à ana, moi, je. Et donc, on obtient, premièrement, « falat tu ». Eh bien, la règle dit que lorsque la dernière radicale est un ta, c'est le cas de ce verbe, on va la contracter par une shedda avec le ta désinence. Ça, c'est un schéma dont on a déjà parlé. Lorsqu'on rencontre une lettre avec un soukoun suivi de cette même lettre avec une voyelle, eh bien celle-ci va se contracter en une unique lettre qui va porter une shedda et la voyelle de la deuxième lettre. Et donc au lieu d'écrire falet tu, eh bien on écrira falet tu. Mais ces deux écritures sont exactement les mêmes. Ensuite, lorsque la dernière radicale est une dentale autre que le ta, elle n'a aucune voyelle et le ta désinence prend une shedda. Alors on va d'abord définir ce que c'est qu'une dentale. Une dentale en arabe, c'est une lettre dont le point d'articulation se situe au niveau des dents. Alors en fait, il s'agit des lettres tha, où je colle ma langue sur mes dents en haut devant, le dha et le dha. On va étendre la notion de dentale à ces mêmes lettres sans leur point. Et donc on considérera aussi, pas le ta puisque la lettre dit que ça concerne une dentale autre que le ta, mais pour le dha on prendra aussi le da pour la règle, et pour le dha on prendra cette lettre sans le point, c'est-à-dire le ta. Dans la racine, on trouve comme dernière lettre une dentale, ici le dha et ici le ta. Donc si je conjugue ces deux verbes au parfait à la première personne, je dirais pour j'ai pris akhadhtu. Dans ce cas-là, la dernière radicale est une dentale autre que le ta, le dha qui est ici. Et bien dans ce cas-là, elle n'a aucune voyelle et le ta désinence prend une shedda. Donc au lieu d'écrire akhadhtu avec le soukoun sur le dha, je vais retirer le soukoun et je vais mettre une shedda sur cette lettre ici. Pareil pour rabattu, on va retirer le soukoun sur le ta et mettre une shedda sur le ta. On peut même dire que dans ce cas-là, eh bien, la prononciation de la dentale est un peu cachée. On ne la prononce pas à 100%. Donc on dira akhadtu. On pourra, ce qui revient presque à prononcer le verbe sans cette lettre ici. Rabattu. Ensuite, lorsque la dernière radicale est un noun, on la contracte par une shedda avec le noun désinence. Alors, cette règle ici, c'est la même que la première qu'on a vue avec le ta, sauf qu'ici ça s'applique avec le noun. Donc on va prendre le verbe sakana, qui signifie il a habité. On a un noun à la fin, et donc si on applique à ce verbe une désinence avec un noun, eh bien on va appliquer la même chose que tout à l'heure. Si on prend le verbe conjugué pour nous, nous avons habité sakan na. Comment on conjugue au parfait ici? On ajoute un soukoun sur la dernière radicale, et on ajoute la désinence na qui correspond à nous. Eh bien ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Un premier noun avec un soukoun,
un deuxième noun avec une fatha. Donc ces deux nouns ici vont se contracter en un seul noun qui va porter une shadda et la voyelle du deuxième noun, c'est-à-dire la fatha. Et donc on dira sakanna. Maintenant, on va voir la construction de l'imparfait. Alors pour l'imparfait, il va y avoir un petit truc en plus par rapport au parfait. Tout à l'heure, on avait la racine suivie de désinence. Et bien ici, en plus de celle-ci, on aura l'ajout de préfixes avant la racine. Et dans la construction de l'imparfait, les préfixes vont désigner les personnes et les désinences, le genre et le nombre. On va commencer par le mode indicatif de l'imparfait. Alors comment on construit l'indicatif de l'imparfait? Premièrement, on va faire précéder la racine par les préfixes a, ta, ya, nun, qu'on peut retenir en un seul bloc par atin, auquel on donne la voyelle fatha. Donc tous les verbes conjugués à l'indicatif de l'imparfait vont commencer soit par a, ta, ya ou na. Le a correspondra au je, le ta aux personnes à qui on s'adresse, le ya aux personnes absentes au masculin. Pour les personnes absentes au féminin, il s'agira aussi du ta. Et enfin pour le nous, on commencera par na. Ensuite, on mettra un soukoun sur la première radicale. Donc la racine qu'on utilise nous, c'est fasala, donc la première radicale de fasala, c'est le fa. Donc après avoir ajouté une de ces lettres-là, on va ajouter un soukoun à la première lettre de la racine, c'est-à-dire le fa en l'occurrence. Donc on obtiendra soit f, soit tef, soit yef, soit nef. Et enfin, on donnera à la deuxième radicale la voyelle qui convient au verbe. Pour fasala, puisque fasala signifie il a séparé, au présent ça va donner il sépare, et pour il, eh bien, on ajoute le ya, le soukoun sur le fa, la voyelle qui convient, et on termine par une dhamma. Maintenant, en fonction des verbes, comment on va savoir si la deuxième radicale ici, eh bien, elle porte une kasra, une fatha ou une dhamma? Eh bien, dans la suite de ce cours, ce qu'on fera, c'est qu'on indiquera entre parenthèses ici, par une lettre, la voyelle qu'il faudra mettre sur la deuxième radicale du verbe. Donc ici, lorsque j'écris fasala entre parenthèses i, ça signifie que sur cette deuxième lettre ici, à l'imparfait, on aura une kasra. Et donc ça donne yafsilu. Pour les deux autres exemples, le verbe kataba entre parenthèses o signifie que le ta ici, à l'imparfait, va prendre une dhamma. Et donc on dit kataba, il écrit yaktubu. Ici, on l'a construit de la même manière. Avec le il, on prend le ya, on met un soukoun sur la première radicale. Notre première radicale, c'est le kaf, on lui a mis un soukoun. On a donné à la deuxième radicale la voyelle qui convient au verbe. La voyelle qui convient au verbe, ici, c'est le ou. Donc, yaktubu. Et enfin, le troisième type de verbe qu'on pourra avoir, c'est un verbe en a, c'est-à-dire comme fa'ala. Fa'ala à l'imparfait va donner une fatha sur le aïn ici, qui est la deuxième radicale. Et donc, fa'ala donne yaf'alu. Et donc voici la conjugaison pour les 14 pronoms personnels au présent. Ana afsilu, nahnu nafsilu, anta tafsilu, antuma tafsilani, antum tafsiluna, anti tafsilina, antuma tafsilani, antunna tafsilna, huwa yafsilu, huma yafsilani, hum yafsiluna, hiya tafsilu, huma tafsilani, hunna yafsilna. Ici, encore une fois, c'est très important de bien mémoriser cette conjugaison, la conjugaison pour tous les pronoms à l'imparfait. Donc là, comment on construit la conjugaison pour les pronoms personnels? Alors, pour le anta, on garde la construction de base avec la règle et on met une dhamma à la fin du verbe. Pour le féminin de anta, on va venir ajouter le suffixe iina. Pour le duel, on va ajouter aani. Donc on avait lam à la fin de fasala. Donc on ajoute l'aani, ce qui donne tafsilani. Pour le pluriel, on ajoute una, ce qui donne tafsiluna. Pour le duel féminin, c'est la même chose. Pour le pluriel féminin,
on va mettre un soukoun sur la dernière radicale et ajouter nun fatha. Et on retrouve la même chose pour le duel pour les personnes de qui on parle, en mettant un ya pour le masculin et un ta pour le féminin au début du verbe, et on obtient la désinence ani pour le duel, ouna pour le pluriel masculin et soukoun na pour le pluriel féminin. Alors ici, on peut faire encore quelques remarques. Les verbes de la forme fasala font généralement yafsulu ou alors yafsilu. Autrement dit, les verbes en a se notent entre parenthèses soit i, soit o. Par exemple, kataba o donne yaktubu. Il a écrit, il écrit. Jalasa i signifie qu'on met une kasra ici, et donc on obtient un imparfait yajlisu. Il s'est assis, il s'assoit. Ensuite, les verbes de la forme fasila font généralement yafsalu. Donc, les verbes en a, i, a seront notés généralement entre parenthèses avec un a, puisqu'ici on a la deuxième radicale qui prend une fatha. Par exemple, shariba, qui est de la forme fasila, il a bu, donne à l'imparfait une fatha pour le ra, c'est-à-dire qu'on dira yashrabu, il boit. Pareil pour la'iba, a-i-a, fasila, a-i-a, il a joué, la'iba a, donc on aura une fatha sur la deuxième radicale, et donc ça donne à l'imparfait yal'abu. Ensuite, les verbes de la forme fasula, a ou a, font toujours yafsulu. Donc, hasuna, a ou a, il a amélioré, donne toujours o, c'est-à-dire un ou, c'est-à-dire qu'on conserve le ou sur la deuxième radicale. Et donc on dira hasuna, il a amélioré, il améliore, yahsunu. Pareil pour immerger, il a immergé, ramura, on note un o puisqu'on gardera la dhamma ici, et donc ça donnera yarmuru. Ensuite, lorsque la dernière radicale est un nun, on la contracte au féminin pluriel par une shedda avec le nun désinence. Alors ça ressemble aux règles qu'on a vues tout à l'heure avec le parfait. Mais en fait, il suffit juste de retenir que quand on construit les verbes qu'on veut conjuguer, eh bien, dès qu'on rencontre deux lettres qui se suivent avec la première qui porte un soukoun, eh bien, on contracte ces deux lettres par une lettre unique qui va porter une shedda et la voyelle de la deuxième lettre. Donc ici, la fatha. Et donc, hazina, il a été triste. Pour vous, au féminin, on dira tahzanna. Enfin, le nombre a les mêmes caractéristiques dans les verbes que dans les substantifs, c'est-à-dire les noms, au duel et au pluriel régulier masculin. Alors pour comprendre, on va prendre le mot voleur, qui se dit en arabe sariqun. Sariqun signifie un voleur. Pour dire deux voleurs en arabe, eh bien c'est pas comme en français, on va rajouter le nombre 2 devant, mais en fait ça va consister à ajouter un suffixe qui correspond au duel pour le nom, qui est aani. Et c'est ce qu'on a ajouté dans la conjugaison des verbes au duel. Donc, sariqun, un voleur. Pour dire deux voleurs, on ajoute ani à la fin de sariqun, ce qui donne sariqani. Et pour dire des voleurs, c'est-à-dire trois voleurs ou plus, eh bien on ajoute la terminaison una, qu'on a vu aussi dans la conjugaison des verbes. Eh bien ici, la règle dit que le nombre a les mêmes caractéristiques dans les verbes que dans les noms. Ici, on a affaire à un nom. Eh bien pour le verbe, ce sera la même chose. On a vu que tu sépares se disait tafsilu, vous deux séparés tafsilani. Qu'est-ce qu'on a fait? Comme ici, on est passé de sariqun à sariqani, on passe de tafsilu à tafsilani. Qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté le suffixe ani. Pareil pour le pluriel. Trois voleurs ou plus, sariquna, on a ajouté una à sariqun. Donc ici, à tafsilu, on ajoute una, ce qui donne tafsiluna, c'est-à-dire vous séparez, lorsque le vous désigne trois personnes ou plus. Pareil pour les personnes de qui on parle. Donc ce qu'on a vu juste avant, c'était les personnes à qui on s'adresse, tu, vous. Ici, pour les personnes de qui on parle, il ou eux, eh bien ce sera la même chose. La seule différence ici, pour la forme de départ, c'est le ta qui se transforme en ya. Et donc, à partir de yafsilu, il sépare. Pour dire eux deux séparent, on dira yafsilani. Et pour eux, ils séparent trois personnes ou plus, yafsiluna. Maintenant, on va voir la conjugaison du subjonctif de l'imparfait.
comment on construit le subjonctif? Eh bien, on le fait à partir de l'indicatif, et on va remplacer la dhamma de la dernière lettre de la racine par une fatha, seulement pour les personnes sans désinence. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, on supprime le noun final aux autres personnes, sauf au féminin pluriel, qui ne change pas. Et enfin, au masculin pluriel, après avoir supprimé le noun, on ajoute un alif orthographique, comme celui qu'on a vu au parfait, juste après le waw. Cet alif, qui ne se prononce pas, disparaît quand le verbe est suivi d'un pronom affixe. On verra ça en détail plus tard. Donc, voici la conjugaison de fasala au subjonctif imparfait. Donc, qu'est-ce qu'on a appliqué ici comme règle par rapport à l'indicatif? On a transformé toutes les voyelles finales pour les personnes sans désinence, qui étaient une dhamma, par une fatha. À l'indicatif, on avait ana afsilu, et bien là on a ana afsila. Cette règle, en fait, elle ressemble, pour ceux qui ont fait de l'espagnol, à la construction du subjonctif en espagnol. Donc ça, c'est pour les personnes sans désinence, c'est-à-dire ana, nahnu, nafsila, anta, huwa et hiya, où on a, pour terminer, seulement les 3 lettres de la racine. Ensuite, on a dit qu'on supprimait le noun pour le féminin, sauf le féminin pluriel, qui est antunna, tafsilna et hunna, yafsilna. Et donc ces deux formes-là ne changent pas, comme on l'a dit. Par contre, pour le féminin singulier, par exemple anti, eh bien on avait tafsilina, et donc ici la règle pour le subjonctif, c'est de supprimer le noun, et donc on dira anti tafsili. On a supprimé le noun également au pluriel masculin, on avait tafsiluna, et bien au subjonctif ça donne antum tafsilu. Ici c'est un alif orthographique qui ne se prononce pas. Et on a fait de la même manière pour hum, les personnes de qui on parle. On avait hum yafsiluna, et donc au subjonctif, on dira hum yafsilu avec le alif orthographique. Une remarque pour le subjonctif, en utilisant la particule lan, qu'on traduira par ne pas, devant le verbe au subjonctif, eh bien on obtiendra ce qu'on appelle le futur négatif. Je prends le subjonctif pour je de fasala, c'est-à-dire afsila. Donc on a bien une fatha à la fin. Eh bien pour dire au futur négatif, c'est-à-dire je ne séparerai pas, je mets la forme conjuguée pour je au subjonctif et je lui ajoute devant la particule lan. Et donc lan afsila permet d'exprimer le futur négatif, c'est-à-dire je ne séparerai pas. Maintenant, on va voir la conjugaison du conditionnel. Comment on construit le conditionnel? Cette fois, on va le construire à partir du subjonctif, où on va remplacer la fatha de la dernière radicale par un soukoun pour les personnes sans désinence. Et la deuxième règle, c'est tout simplement que les personnes à désinence ne subiront aucun changement. Donc je rappelle que pour passer de l'indicatif au subjonctif, on a transformé le dhamma de la dernière radicale par une fatha, et maintenant, à partir de ce subjonctif, où on a une fatha à la fin, on remplace cette fatha par un soukoun, et c'est comme ça qu'on obtient le conditionnel. Donc voici la conjugaison du verbe fasala au conditionnel. Pour les personnes sans désinence, c'est-à-dire ana, nahnu, anta, huwa, hiya, on était passé d'une dhamma à une fatha pour passer de l'indicatif au subjonctif. Et bien pour passer du subjonctif au conditionnel, on remplace encore cette fatha par un soukoun. Et donc on a ana afsil, nahnu nafsil, anta tafsil, huwa yafsil, hiya tafsil. Et la deuxième règle, c'était que les autres personnes ne changent pas. Donc pour les autres pronoms personnels, on conjugue de la même manière qu'au subjonctif. Et donc on a bien ici le noun qui a disparu, de même qu'ici, qui a été remplacé par un alif orthographique. Pareil pour hum. Et on a gardé, comme on l'a dit, au féminin pluriel, le noun à la fin. Cette fois, pour le conditionnel, en utilisant cette fois-ci la particule lam, qu'on peut encore traduire par ne pas, devant le verbe, on obtient cette fois le passé négatif. Et donc pour dire je n'ai pas séparé, eh bien je prends la forme fasala au conditionnel et je lui ajoute cette fois devant lam, ce qui donne je n'ai pas séparé. Il y aura une petite nuance dans la négation au passé, mais cette nuance fera l'objet d'une vidéo un peu plus tard. Donc je rappelle que pour le futur négatif, on utilisait lan avec le subjonctif. Cette fois, pour le passé négatif, on utilise lam devant le conditionnel. Et le conditionnel,
il est aussi appelé jusif, donc, mais c'est un terme qu'on trouvera un peu plus rarement. Ensuite, le mode qu'on appelle énergique grave. Comment on construit l'énergique grave? Eh bien lui, on le construit également, comme le conditionnel, à partir du subjonctif. Cette fois, on va ajouter nun, shadda, fatha aux personnes sans désinence. Ensuite, on ajoute nun, shadda, fatha également à la deuxième personne féminin singulier et au deuxième et troisième masculin pluriel, après avoir supprimé les terminaisons ya et ou. Pour terminer, on donne au duel et au féminin pluriel la terminaison ni. C'est plus ni tout simplement, mais ni avec un shadda sur le nun. Donc voici la conjugaison à l'énergique et grave de l'imparfait pour le verbe fasala. Donc les personnes sans désinence, on a dit qu'on leur ajoutait nun shadda fatha, c'est ana, nahnu, anta, huwa, hiya, à partir du subjonctif, c'est-à-dire la fatha qu'on avait avant à la fin du verbe. Donc on obtient ana afsilanna, nahnu nafsilanna, anta tafsilanna, huwa yafsilanna, hiya tafsilanna. Pour le féminin singulier, on a supprimé le ya qu'il y avait à la fin pour le tafsili, on l'a remplacé par un nun shadda fatha. De la même manière, pour le antum tafsilu qu'il y avait avec un waw alif, on l'a remplacé par nun shadda fatha. Et aussi pour hum yafsilu avec waw alif par nun shadda fatha. Et pour les autres, comme on l'a vu au duel, on a ajouté ani, cette fois-ci, avec, en plus, par rapport au ani, une shadda sur le nun. Alors, à quoi peut servir l'énergie grave? Eh bien, en utilisant la particule la, c'est-à-dire l'am avec une fatha, qu'on peut traduire par assurément, et qu'on ajoute devant le verbe, eh bien, on obtient un futur certain. On ajoute une certitude au verbe qu'on énonce. Donc, si je prends le verbe fasala conjugué à l'énergique grave imparfait pour je, c'est-à-dire afsilanna, et que je lui ajoute devant un lam, c'est-à-dire qu'on obtient la afsilanna. Donc, comme j'ajoute un lam et qu'après j'ai un alif, j'obtiens ce qu'on appelle le lam alif. C'est pourquoi ici j'ai la forme là au début du verbe. Et donc, la afsilanna signifie certainement je séparerai. Ensuite, pour l'énergique léger, comment on le construit? Eh bien, à partir de l'énergique grave qu'on vient de voir, et cette fois, on va mettre un soukoun sur le nun final, tout simplement. Et il faut savoir aussi que l'énergique léger, contrairement à l'énergique grave, il n'est pas utilisé au duel et au féminin pluriel. Donc voici sa conjugaison. Donc on ne retrouve pas le duel ici, ni là, ni là. Et en plus, on n'a pas de féminin pluriel. Et donc, pour le conjuguer, on part de l'énergie grave et on met un soukoun à tous les nouns finaux. Et donc on obtient ana afsilan, nahnu nafsilan, anta tafsilan, antum tafsilun, anti tafsilin, huwa yafsilan, hum yafsilun et hiya tafsilan. Pour terminer, l'impératif, le dernier mode de l'imparfait. Comment on construit l'impératif? Alors déjà, il faut savoir que l'impératif, déjà, c'est un mode qui est utilisé pour donner un ordre. Eh bien, pour donner un ordre à quelqu'un, il faut que je m'adresse à cette personne. Et donc, l'impératif sera utilisé seulement à la deuxième personne, c'est-à-dire toi, vous deux, ou vous, lorsque vous êtes trois ou plus. Et comment on le construit? Eh bien, cette fois-ci, à partir du conditionnel, on va remplacer le préfixe ta, qu'on a au début de ces trois personnes, par un alif d'union, c'est-à-dire un alif qui ne porte pas de hamza, mais dont la voyelle va changer. Et quelle va être cette voyelle? Eh bien justement, cet alif prendra la voyelle damma si la deuxième radicale à l'imparfait prend une damma. Sinon, il prendra une kasra. Donc on va voir ça dans 3 exemples. Alors j'ai pris les verbes kataba, o, qabila, a et fasala, i. Donc déjà, ici, kataba o signifie que, à l'imparfait, on obtenait yaktubu. Ici, yaqbalu, et ici, yafsilu. Les conditionnels
Pour le pronom tu, c'est-à-dire anta de ces verbes, donne taktub, taqbal et tafsil. Donc comment on construit l'impératif? On remplace le préfixe ta par un alif d'union. Donc ici, dans ces trois formes au conditionnel, on enlève le ta et on met à la place un alif. Pour le premier, quelle sera la voyelle que portera ce alif? Il prend une damma si la deuxième radicale à l'imparfait prend une damma. Autrement dit, si ici, entre parenthèses, on a un O. C'est le cas de kataba, et donc le alif va porter une damma, et donc on dira uktub, qui signifie écrit, sous la forme d'un ordre. Pour qabila, qabila n'est pas en O, c'est-à-dire qu'à l'imparfait, la deuxième radicale ne prend pas de damma. Donc la règle, c'est que, si ce n'est pas le cas, le alif prend une kasra. Et donc on dira à l'impératif, au lieu de taqbal, à partir de taqbal au conditionnel, iqbal. Et enfin, c'est le cas aussi pour fasala, puisqu'il a un imparfait en i, et donc le alif, ici, prend une kasra, et donc on dira ifsil. Alors j'ai dit que le alif d'union ne prenait pas de hamza, ici je l'ai quand même mis, alors on peut le mettre ou pas, mais il est préférable de prendre l'habitude de ne pas le mettre. Donc voilà la conjugaison du verbe fasala à l'impératif. Donc on a vu que n'étaient concernés par ce mode que les personnes à qui on s'adresse, c'est-à-dire ce bloc au-dessus. Et donc, anta, ifsil. Alors bien sûr, souvent quand on conjugue un imparfait, en arabe on ne mettra pas le pronom personnel. C'est comme en français, je ne vais pas dire toi écris. En général, on dira plutôt tout simplement écrit. Ils n'apparaissent pas lorsqu'on conjugue un verbe à l'impératif. Lorsque je vais donner un ordre à toi, pour dire sépare, je dirais ifsil. Donc là, j'ai bien enlevé le hamza sur les alifs. Vous deux, séparez. Ifsila. Vous, lorsque vous êtes trois personnes au plus, séparez. Ifsilu. Toi, sépare au féminin. Je dirais ifsili. Lorsqu'elles sont deux, ifsila. Et lorsqu'elles sont trois ou plus, ifsilna. Ici, deux remarques pour l'impératif. L'impératif peut recevoir les terminaisons de l'énergique grave pour exprimer un ordre fort. On a vu que pour le verbe écrire, l'impératif pour toi, c'est-à-dire un ordre donné à tu, écrit, se disait uktub. Eh bien, il peut recevoir les terminaisons de l'énergie grave, c'est-à-dire le nun, shadda, fatha, pour exprimer un ordre fort. Donc on dira uktub pour dire écrit, un ordre simple, et pour insister un peu plus sur cet ordre, qu'on exprimera en français par exemple par écrit donc, eh bien, on ajoutera la terminaison de l'énergie grave, c'est-à-dire nun, shadda, fatha, et on dira uktubanna. Mais bon, c'est un peu plus rare. Enfin, l'impératif n'est jamais employé pour défendre. Par exemple, pour dire ne faites pas ci, ne faites pas ça. On utilise le conditionnel précédé de la, qui signifie non. Donc pour dire n'écris pas, je ne vais pas dire la uktub, c'est-à-dire non écrit. À la place, on mettra un la qui va désigner la négation dans l'expression, et on mettra ensuite le verbe conjugué au conditionnel. Et donc pour dire n'écris pas, on dira la taktub. Ici, on reconnaît le conditionnel par la présence du soukoun à la fin du verbe. Alors là, dans cette vidéo, il y avait vraiment beaucoup d'informations d'un coup. Tout ce qu'on vient de voir ici, c'est très important pour la suite dans l'apprentissage de la grammaire arabe. Donc c'est vraiment très important, quitte à prendre beaucoup de temps, de maîtriser tous les temps qu'on a vus ici pour le verbe fasala. Et en fait, ça va permettre après d'être à l'aise sur la conjugaison des verbes dérivés, irréguliers, etc.